Connaissez-vous Jeanne de Belleville, la lionne bretonne, cette pirate qui fit trembler le roi de France? On va avoir du meurtre et du sang? Oui, mais pas tout de suite. Car pour bien comprendre son histoire, il faut se replacer dans le contexte, celui de la guerre de succession de Bretagne. Et donc oui, l'histoire de cette femme me permettra également d'aborder cet épisode passionnant de l'histoire. Les petits contes de la grotte au chat. Ça, ce n'est pas pour les enfants. À l'aube du XIVe siècle, dans les Landes vendéennes, naît au sein d'une famille aimante une petite fille que l'on nommera Jeanne. Tu plaisantes, on dirait un conte de fées. Et en plus cela se passe en Vendée. Oui, elle ne naît pas bretonne, elle le devient. Par ailleurs, tu as raison, la vie de Jeanne commence comme un conte de fées. Elle ne souffre ni la faim, ni le froid. Et bien qu'elle perde son père à l'âge de 4 ans, elle est chérie par son frère Maurice, qui tient lieu de chef de famille. Elle reçoit la meilleure des éducations. Elle sait lire, écrire, compter, maîtrise le latin et pratique la broderie avec enthousiasme. Rien d'étonnant pour une femme de son rang. Elle appartient à une famille noble, sans doute la plus riche de la région. La Vendée leur appartient quasi entièrement. Quoi qu'il en soit, le temps passe, et son frère Maurice finit par lui trouver un époux. Et le problème de Maurice n'est pas tant de lui trouver un époux que de choisir l'heureux élu. Car Jeanne, en plus d'avoir une dot défiant toute concurrence, est incroyablement belle. Belle comment? Belle selon les critères de l'époque. Ah, un jour je te ferai une vidéo sur les critères de beauté au Moyen-Âge. Mais ce qu'il faut retenir, pour le moment, est que Maurice a l'embarras du choix, et qu'il finit par approuver Geoffroy de Chateaubriand, 8e du nom. Chateaubriand? Oui, comme le fameux écrivain. Sauf que le dit écrivain vivra entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. On n'y est pas encore. À l'époque, c'est une famille qui est connue pour ses faits d'armes. Pendant les croisades, à la bataille de Mansoura, Geoffroy V prend un coup à la place de Louis IX et son sang se répand sur les armes du monarque. En remerciement, on l'autorisera à changer ses armoiries aux pommes de pin à celles aux fleurs de lys. Ça a plus de gueule. Oui, mais c'était il y a plus de 2 siècles avant l'histoire que je vous raconte. Et donc une gloire ancienne, beaucoup d'argent, mais un avenir de noblesse désargenté. Et Jeanne va avoir une première désillusion. D'abord, Geoffroy a déjà été marié. Il est vieux. En vrai, il a entre 20 et 30 ans. Mais Jeanne a 12 ans, peut-être à peine plus. Elle le trouve absolument hideux. Il dégage une forte odeur que le voyage qu'il vient d'effectuer ne suffit pas à justifier. Il est bourru, abrupt, acariâtre, âpre, brusque, désagréable, morose, rébarbatif, revêche, rude, sec. Et en plus, elle doit quitter ses terres natales pour rejoindre un pays qui ne dépend même pas du royaume de France, la Bretagne. Objectivement, par rapport à l'époque, Geoffroy VIII n'est pas un mauvais bougre. Jeanne sera très libre et apprendra à aimer la Bretagne. Par ailleurs, il semble rarement présent. En revanche, il a une obsession, avoir une progéniture. Et le jeune âge de Jeanne ne le convainc pas d'attendre un peu. Certaines actions qu'elle mènera par la suite me laissent à penser qu'elle l'a mal vécu. Robinson, qu'est-ce que l'on en sait qu'ils ont consommé? Parce qu'en 1314, elle donne naissance à un petit garçon, Geoffroy, le 9e du nom. Voilà, Jeanne a accompli son devoir de femme et maintenant, elle va pouvoir se découvrir d'autres passions. Elle ne va pas les élever? Alors, l'instinct maternel au Moyen-Âge mériterait que j'en fasse toute une vidéo. Mais la réalité, c'est que Jeanne, elle en a rien à secouer de la progéniture de Chateaubriand. Rien? Rien. Alors, à l'époque, l'amour maternel met du temps à se développer. Et même si elle ne représente pas la norme, ce n'est pas non plus une exception. Et clairement, Jeanne préférera à ses enfants le vin. Le vin? Oui, et dans le cadre de la gestion de son foyer, elle se rendra régulièrement à Nantes pour ravitailler son domaine, et particulièrement en étoffe et en vin. Attends, Nantes, c'est loin des terres Chateaubriand. En plus, à l'époque, les voyages ne sont pas en carrosse, mais seulement dans des paniers en osier, sans suspension, sans amortisseur, sans rien, quoi. Oui, mais Nantes est une ville qui a tellement de charme. D'ailleurs, elle y court les boutiques, jusqu'au jour où elle rencontre Olivier de Clisson. Nous sommes en 1321, et elle tombe follement amoureuse de cet homme. Il est beau, il est jeune, il est svelte, il a les cheveux clairs
et ondulé, l'esprit fin, toujours le mot pour faire rire, et pour ne rien gâcher, il est gouverneur de Vannes. Il brigue le poste de chambellan du roi de France. Souvent, ils se rejoignent dans une maison secrète pour se livrer à des plaisirs charnels. Mais non, Robinson, tu m'as promis du sang, pas du cul. Tu ne vas pas me refaire le coup de la femme qui tue son conjoint pour partir avec son amant. En plus, je vais finir par trouver ça suspect. Non, promis, elle ne tuera pas son mari. 6 belles années passent, ainsi quand Jeanne tombe enceinte, De qui? on s'en fout, mais a priori de son mari légitime, elle met au monde, en 1328, la petite Louise. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, Geoffroy VIII meurt la même année. Tu m'avais promis qu'elle ne le tuerait pas. Rien ne dit qu'elle l'a tué, et a priori, il est mort de cause naturelle. Ok, et elle va se marier avec Olivier de Clisson? Non, elle ne peut pas, il est marié. Pardon? Sa femme s'appelle Jeanne de Bouville. Ils ont 2 enfants, Jean, né en 1321, et Isabeau. Alors, ce n'est pas l'amour fou, mais c'est un bon parti. Elle est la fille du chambellan de Philippe le Bel, et justement, chambellan, c'est le poste que brigue Olivier. En plus, Olivier de Clisson a de bonnes relations avec le roi de France. Alors certes, c'est complètement intéressé. La fortune et les terres d'Olivier de Clisson sont colossales, et la Bretagne intéresse particulièrement notre roi de France. Mais bon, on n'est pas chez les bisounours, hein? J'espère que vous l'avez compris. Et puis concrètement, Jeanne de son côté, elle a ses terres, ses gosses, tout va bien. Elle n'a pas besoin d'Olivier de Clisson pour vivre. En revanche, le statut de veuve lui pose problème. Elle est moins libre de ses mouvements. Elle va donc, ou on va donc, chercher à la remarier. Et un prétendant de choix va se présenter. Guy de Penthièvre. Penthièvre? Penthièvre. Le nom te dit quelque chose, mais tu ne sais pas quoi, hein? Alors, à l'époque, Guy de Penthièvre, c'est le futur duc de Bretagne. Pour faire une première ébauche de l'arbre généalogique, Arthur II, l'ancien duc de Bretagne, a eu plusieurs enfants. L'aîné, c'est Jean III de Bretagne, dit Jean le Bon, qui est l'actuel duc de Bretagne. Et il a rendu la Bretagne prospère. Le seul problème, c'est qu'il n'a pas de descendance. Le second, c'est Guy, notre fameux Guy, et c'est à lui que reviendra le duché à la mort de Jean. Mais revenons à nos moutons, enfin à nos Hermines. Guy trouve la mariée à son goût et promet de l'épouser. Tout est signé. Attends, mais tu ne m'avais pas dit que Jeanne prétendait au duché de Bretagne? Parce qu'elle n'y a jamais prétendu. Elle se marie avec Guy en 1329. Et à partir du 10 février 1330, est menée une enquête par les évêques de Vannes et de Rennes. Dans la foulée, Jean le pape annule le mariage et autorise le 12 février 1331 Guy à épouser Marie de Blois, la nièce de Philippe VI. Attends, il annule le mariage pour des raisons de relations extra-conjugales ou pour des raisons politiques? À mon humble avis, ça arrange tout le monde. Et nul ne dit que Guy est à l'origine de la demande. Car oui, elle se marie avec Guy en 1329. Mais Blanche de Bouville décède le 19 novembre 1329. Blanche de Bouville? Oui, la femme d'Olivier de Clisson. Bizarrement, une enquête est menée dès le 10 février 1330 par l'évêque de Vannes et de Rennes concernant le mariage de Jeanne et de Guy. Le pape Jean II annule le mariage. Mais l'enquête est demandée par qui? Guy de Penthièvre? Peut-être ou pas. Quoi qu'il en soit, il est autorisé à épouser Marie de Blois, la nièce de Philippe VI, la sœur de Charles de Blois, le mari de Jeanne de Penthièvre, la fille de Guy. Je crois que tu as perdu tout le monde. En tout cas, voilà l'arbre généalogique. Et du coup, vous avez une idée du pourquoi une guerre de succession. Comment tu as osé écrire une tripotée de filles? Si tu oses dire que les filles, on s'en fout, toutes les féministes vont te tomber dessus. Alors, en Bretagne, à l'époque, on s'en fout pas des filles. Elles peuvent hériter, mais là, elles sont tellement loin dans l'ordre de succession que, on s'en fout. Et à cet arbre, il faut rajouter une information. Le 26 mars 1331, Guy de Penthièvre meurt et va apparaître 2 personnes qui peuvent prétendre au duché de Bretagne, Jeanne de Penthièvre, dite la Boiteuse, et Jean de Montfort. D'accord, mais que va-t-il se passer pour Jeanne? Laquelle? Jeanne de Belleville. Elle va se marier avec Olivier de Clisson, pardi.
Et d'ailleurs, je te ferai gentiment remarquer que l'enquête pour l'annulation du mariage part de l'évêché de Vannes, Et là où Olivier de Clisson est gouverneur. c'est lui qui a lancé l'enquête? On ne sait pas, Trublion. Mais si tu veux des complots, il y en aura au prochain épisode.